avec nous des gens à l'Université Laval. Nous avons aussi des gens à l'Université McGill et les gens ici sur place où je me trouve, donc à l'Université de Montréal ou au CIQSS de Montréal. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Christian D et Sylvie Michaud qui viennent nous présenter. Donc, le titre ici est légèrement différent de ce qu'il y a sur la première diapo qu'on voit là, mais c'est presque la même chose. Transition vers un système de données plus pertinent, flexible et efficace. Présentation de la plateforme longitudinale sur les adultes et les familles. Donc, je pense que c'est un sujet important pour tous les utilisateurs du SIX. Donc, la présentation sera faite par Christian D, qui est de la Direction de la gestion de la connaissance et des données de ressources humaines et développement des compétences Canada, et Sylvie Michaud, des statistiques de l'éducation, du travail et du revenu à Statistique Canada. Donc, sans plus tarder, je leur passe la parole et vous verrez comment, peut-être à la fin de la présentation ou si en cours de route, vous voulez qu'il y ait possibilité de questions. Donc, on prendra les questions de l'un de l'autre des trois endroits. Merci beaucoup, Daniel. Je voudrais d'abord remercier les gens ici au niveau du CIQSS, Jean et Daniel plus particulièrement pour l'invitation. Je pense que c'est tout à fait approprié. Le but de la présentation, c'est essentiellement, du point de vue de faire trois choses. C'est de nous réengager avec justement la communauté des chercheurs en matière de développement des données, mais aussi comment on peut mieux travailler ensemble à développer un système de données qui est plus pertinent. J'aimerais vous faire part aussi, parce qu'on s'est isolé un peu au cours de la dernière année ou des 2 dernières années à Ottawa pour faire beaucoup de réflexions sur le système de données. Et j'aimerais vous faire part un peu de l'état de ces réflexions-là. Qu'est-ce qui nous a amené à réfléchir et c'est quoi les grandes directions qu'on propose. Puis le troisième élément, c'est discuter avec vous un peu les prochaines étapes, mais aussi comment on va se réengager d'une façon continue cette fois-ci avec la communauté des chercheurs, les différents réseaux au niveau des centres de données. J'ai gardé la présentation d'une façon très informelle. Alors, sentez-vous à l'aise d'interagir ou de faire des questions, des commentaires formulés au fur et à mesure de la présentation. Allez-y. C'est aussi bien important pour, en tout cas, de notre point de vue, d'avoir un bon feedback de votre côté, savoir un peu votre réaction, mais aussi si vous avez des préoccupations, des considérations que vous voudriez qu'on ramène à Ottawa. Ça va nous faire plaisir de les entendre puis de les prendre en considération pour ce qu'on a à faire dans les prochaines années. Alors, ceci étant dit, je veux peut-être m'assurer, clarifier des éléments. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est le volet développement des ressources, des compétences, ressources humaines et développement des compétences, excusez. C'est le problème de travailler avec Ottawa. On a souvent plus les versions anglaises en tête. Il y a aussi un volet Statistique Canada et Sylvie est là pour discuter aussi du portefeuille de Statistique Canada. Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'il y a deux ensembles de portefeuilles de données sur lesquels on a travaillé. Et ce que je vais présenter ici, ce n'est pas ce qui remplace le portefeuille de Statistique Canada, c'est ce qui va venir complémenter le portefeuille de Statistique Canada dans le domaine social. Et on a mis en place un mécanisme comme étant des bons bureaucrates, une bonne gouvernance entre les deux organisations pour s'assurer qu'on travaille bien ensemble et qu'on coordonne bien le développement des deux infrastructures pour maximiser les ressources, mais aussi s'assurer une plus grande efficience et complémentarité au niveau des deux infrastructures. Alors, je vais juste faire peut-être présenter deux autres personnes qui ont le gros du travail, c'est-à-dire d'amener cette infrastructure-là à terme. C'est un bébé en gestation encore, et donc là, on espère le rendre à terme très bientôt. Il y a Marcel Bédard, qui est le directeur au niveau des données, la gestion des données pour le ministère qui travaille dans mon équipe. Et il y a Andrew Ice, qui est le chef responsable de la nouvelle enquête longitudinale qu'on va annoncer. Alors, c'est un peu ça. Alors, on peut peut-être passer à la... Je viens d'échouer le premier test. Je vais vous le mettre en plein écran. Juste voir, il est où en plein écran? Ici, hein? Ouais, c'est ça. Ah! Pas si mal. Donc, au moins 50%. Alors, OK, des objectifs. Donc,
je vais vous parler un petit peu des éléments de contexte. Bon, pourquoi vous avez peut-être un peu moins entendu parler de nous au cours des 2 dernières années. C'est parce qu'on était en réflexion et en gestation au niveau des prochaines étapes. Donc, pour faire part un peu de ça, décrire un peu les projets réalisés ou les directions qu'on propose. Et notamment, je voudrais mettre l'emphase sur une des 4 plateformes de données qu'on veut mettre en place, qui est la plateforme longitudinale sur les adultes et les familles. Et je voudrais qu'on se laisse un peu de temps pour discuter un peu comment on va travailler ensemble dans le futur pour s'assurer une plus grande participation de votre côté, non seulement dans le développement de ces outils-là, de ces nouveaux instruments de données-là, mais aussi dans la gestion de ces instruments-là, tant au niveau de l'accès que de la diffusion, que de la synthèse, que de la recherche. Alors, c'est un peu les objectifs. Bon, un peu de contexte. Ce qui est important de comprendre, c'est que comme ministère, ça fait à peu près 3-4 décennies qu'on est impliqué directement, au début dans le financement d'enquêtes auprès de Statistique Canada, et de plus en plus, on a un rôle de plus en plus grand à jouer dans le développement et dans le financement de certains des instruments du portefeuille dans le domaine social. Mais après 3-4 décennies de développement, on finançait directement à peu près entre 15 et 20 différents instruments dans le temps. Je pense que c'est important de voir si le portefeuille qui était développé au niveau des instruments était le plus pertinent et en même temps le plus efficace. Et donc, la réflexion qui a eu lieu depuis 1 an et demi entre les deux organisations, c'était de regarder ce portefeuille-là et de faire un diagnostic sur sa pertinence et son efficacité. Alors, évidemment, il y a un ensemble de critères qui nous poussaient à cette réflexion-là. Il y a je n'entre pas dans le détail, il y a tous les changements qu'on observe au niveau de la société, que ce soit au niveau démographique, de la globalisation ou encore au niveau de la composition même de la société, de la diversité de la société. Donc, s'assurer qu'on avait un système d'information et de données qui mesurait bien ça, qui reflétait bien ça, qui nous aidait à comprendre aussi ces phénomènes-là. Deuxième élément, qui n'est pas négligeable d'un point de vue gouvernement, peut-être un peu plus abstrait pour vous, mais c'est depuis quelques décennies déjà, le système de données est sous pression pour jouer un rôle un peu différent du rôle traditionnel qu'il a déjà joué. Et de plus en plus, on s'en va vers un besoin d'utiliser les données comme aussi des informations pour les rendre disponibles aux citoyens, pour les aider à prendre leurs propres décisions, que ce soit au niveau des transitions, études-travail ou encore travail-famille ou famille-retraite, ou etc. Donc, il y a une préoccupation très grande qui a commencé il y a une dizaine d'années, mais qui est maintenant rendue très, très, très claire qu'il faut rendre le système de données un peu plus pertinent pour les Canadiens aussi. Le troisième élément, et c'est un élément important qui ne touche pas juste le portefeuille de données, mais le gouvernement, il y a une tendance lourde depuis à peu près 15 ans au niveau de l'imputabilité, au niveau de la reddition de comptes. Donc, c'est s'assurer que les données publiques soient bien utilisées et s'assurer qu'il y a que l'investissement qui met en place, qu'on a le rendement escompté de ces investissements. Et c'est quelque chose qui est important, et ce qui est important dans le contexte aussi des actifs de connaissances comme un système de données. C'est plus difficile, plus intangible à mesurer, mais c'est là la nature du défi, pour s'assurer que ces ressources-là, qu'on assure une certaine pérennité de ces ressources-là au niveau de la connaissance et des données. Alors, c'est les 3 grands éléments qui nous ont amenés à nous questionner, à regarder le portefeuille. On en est venu, ça a l'air simple comme ça, mais il y a eu beaucoup de discussions à l'interne et on l'a fait aussi conjointement avec Statistique Canada pour s'assurer qu'il y avait une certaine validation, il y avait un certain challenge entre nous. On est arrivé à un diagnostic commun que, bon, le système en tant que tel n'était pas un mauvais système, mais comme c'est un système qui était développé d'une façon un peu incrémental, c'est le terme français, oui, incrémental. Donc, il manquait une certaine cohérence, une certaine souplesse, une certaine intégration.
Et donc là, ce qui était important, c'était, on est venu à ce diagnostic-là qu'il y avait du contenu, il y avait de l'information qui était vraiment nécessaire d'aller chercher pour mieux refléter les tendances sociales. Il y avait un besoin très grand d'ajouter de la souplesse et de la flexibilité au niveau des instruments, des collectes, de la stratégie de collecte des données. Il y avait un besoin très grand de mieux utiliser un certain nombre de données qui sont très peu utilisées. On parle des données administratives, des données de programme, des données de taxation, qui sont encore très sous-utilisées par rapport à leur potentiel. Bon, ils ont leurs forces et leurs faiblesses, mais ça demeure quand même une source d'information qui est pas utilisée à son potentiel et faut regarder, voir comment on peut mieux utiliser ça et mieux les intégrer. Il y a aussi des préoccupations avec l'évolution de la science. Évidemment, on comprend un peu mieux l'impact des différentes variables pour expliquer des transitions, des outcomes. On se rend de plus en plus compte qu'on ne peut pas regarder un phénomène isolé. On ne peut pas essayer d'avoir identifié un déterminant ou regarder essentiellement la composante santé ou la composante sociale ou la composante marché du travail ou études. Il faut avoir une vision beaucoup plus cohérente et intégrée des événements. Donc, ça pousse vers une intégration beaucoup plus grande. Ça force une réflexion pour avoir des instruments qui sont maintenant plus holistiques et beaucoup plus intégrés. Puis il y avait une considération d'efficacité qu'il ne fallait pas dénigrer, c'est qu'il y avait beaucoup d'instruments en place et il fallait se poser la question, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir autant d'instruments? Est-ce que c'est la meilleure façon d'aller chercher cette information-là et de la rendre publique? Alors, on en est venu à ce diagnostic-là. Les deux organisations ont pris ça sérieusement. Ça a pris, je dirais, un bon 6 mois de discussion à différents niveaux dans les deux organisations. Il y a maintenant une gouvernance qui est formelle, où est-ce qu'entre les deux organisations, tant au niveau des analystes que de l'équipe de management, il y a des rencontres formelles et organisées pour s'assurer qu'on travaille conjointement vers la modernisation de ce système. Il y a 3 éléments sur lesquels on veut mettre l'emphase sur la stratégie de modernisation. Comme je l'ai mentionné, c'est le contenu. Et le contenu, il y a un élément de... Ce qui est très important pour nous, c'est de s'assurer qu'on comprenne non seulement, qu'on mesure bien des phénomènes, donc les outcomes, tant au niveau des Canadiens que des entreprises, mais qu'on comprenne aussi pourquoi on observe ces outcomes. Et donc, le volet contenu est quelque chose qu'il fallait ajuster. Les stratégies de collecte, j'en ai mentionné, et c'est important pour mettre de la souplesse, pour assurer une plus grande intégration. Et le dernier élément, c'est peut-être un élément sur lequel on a toujours mis un peu d'emphase, mais peut-être pas aussi central que ce qu'on veut mettre dans le futur. C'est tout l'élément gestion du système de données. Et c'est quelque chose sur lequel peut-être on a travaillé avec vous, mais on n'a peut-être pas assez travaillé ou autant mis d'emphase que ce qu'on aurait dû faire. Et il va y avoir dans le futur beaucoup plus d'emphase sur l'accès les données. C'est beau d'avoir des belles données, des bonnes données, mais si personne ne peut y avoir accès, il y a un enjeu. Donc, deuxième élément, c'est des éléments de diffusion pour les différents groupes, incluant la communauté de recherche. Il y a aussi des enjeux de coordination entre ces nouveaux systèmes de données-là et la recherche qui peut être faite avec ces données-là. Et on est en discussion avec les organismes subventionnaires à cet égard pour voir si on ne peut pas mieux intégrer les dimensions de données et recherche ensemble. Puis, comme je l'ai mentionné, il y a une préoccupation aussi de mettre l'emphase sur les utilisateurs de ces données-là. La communauté de recherche, c'est un groupe d'utilisateurs important. Il y a d'autres communautés aussi, et il faut s'assurer qu'ils fassent partie de la conversation pour l'identification des besoins et pour le développement du système. Alors, on a travaillé conjointement avec Statistique Canada et ça a été une belle expérience. Je ne dirais pas qu'au quotidien, ça a été toujours l'amour, mais ça a été essentiellement un partenariat qui était fructueux parce qu'on amenait à se challenger entre les deux organisations pour s'assurer qu'on développait une vision qui était vraiment qui reflétait essentiellement les préoccupations qui ont été mentionnées. Donc, on vise à transformer cet ensemble d'instruments-là, qui est entre 15 et 20 instruments. Et ce qu'on a fait dans ce cadre-là, avant de même penser à transformer, on s'est dit, ça nous prend un cadre, ça nous prend un ensemble, un cadre conceptuel qui va nous permettre d'intégrer ces choses-là d'une façon cohérente.
Donc, on a travaillé à examiner différents cadres conceptuels qu'on pourrait être utilisés pour définir ou pour nous aider à développer ce système d'information-là dans le domaine social. Les autres points, je les ai déjà mentionnés. Donc, c'est un élément de contenu, l'élément d'intégration, puis l'élément d'une meilleure gestion des données proprement dit. Alors, je vais y aller brièvement sur chacun des 4 éléments pour vous dire qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est rendu, puis c'est quoi les prochaines étapes. Alors, au niveau de l'approche, dans le domaine social, je suis un économiste de formation, donc dans le domaine économique, il y a des concepts qui sont relativement plus faciles, comme au niveau des comptes économiques, il y a le système national des comptes économiques nationaux qui nous aide à organiser les revenus, les dépenses, etc. Dans le domaine social, c'est pas aussi clair. Et donc, dans ce cadre-là, il y a besoin de regarder quel genre de cadre qu'on pourrait utiliser pour nous guider dans le développement d'un système intégré. Il y a un premier élément qui nous apparaissait important, même s'il n'y a aucune théorie en arrière de cet élément-là. C'est un cadre un peu de ce qu'on appelle input-output-outcome, qui nous permet de voir, de suivre des ressources à l'intervention, à des comportements. Et c'est quelque chose qui va nous guider pour s'assurer que quand on développe le système, qu'on soit en mesure de suivre ces 3 éléments-là et de comprendre la causalité entre ces éléments-là. Au niveau des cadres conceptuels, il y a 3, même présentement peut-être même 4 cadres sur lesquels on a demandé du support de certains, de la communauté académique notamment. Il y a l'approche du parcours de vie, qui est quelque chose d'important, qui nous permet d'intégrer et de comprendre pour les individus, pour les Canadiens, qu'est-ce qui se passe dans leur cycle de vie à partir de la petite enfance jusqu'à les dernières années de vie et qu'est-ce qui est important de comprendre dans non seulement au niveau des mesures d'outcome, mais au niveau des transitions, qu'est-ce qui influence ces transitions-là. L'élément aussi qui était intéressant, sur certains éléments tout le moins, c'est le cadre d'Amartya Sen au niveau de l'approche des capacités, ça nous permet de zoomer un peu plus loin sur d'autres concepts qui pourraient être utiles pour certains éléments du système de données. Le dernier, c'est pas nouveau, c'est même relativement... le gros a été fait dans les années 60-70 au niveau du développement des comptes sociaux, mais c'est une approche intéressante parce que c'est une approche qui nous permet de regarder d'autres façons d'organiser la vie des individus. Et dans ce cadre-là, ça peut nous aider aussi à mieux comprendre comment l'individu alloue son temps, par exemple, dans les différentes activités et qu'est-ce qui détermine cette allocation de temps là pour l'individu. Donc, en addition à ça, il y a des... on va aussi explorer probablement ce qu'on appelle la qualité de vie, le cadre de qualité de vie. J'avais juste Wellbeing en tête. Et on va aussi essayer de comprendre si ce cadre-là pourrait être utile pour nous guider vers l'identification de mesures et de concepts pour le système de données national. Ce qu'on va faire avec tous ces concepts-là, c'est qu'il va y avoir un mini-workshop d'organiser ce printemps, en avril ou début avril, où est-ce qu'on va discuter plus en détail ces éléments-là. Et on pourrait un peu plus tard aussi étendre la conversation à une plus grande partie de la communauté académique. Mais ça va nous guider, ça va nous fournir c'est des instruments qui vont nous guider dans le développement du système proprement dit. Deuxième élément. C'est un élément qui est important, on va essayer de changer aussi la façon dont on pensait le système. On était très bon pour identifier des besoins et la façon dont on voulait traduire ces besoins-là en système, c'était souvent un nouveau besoin égale un nouvel instrument, une nouvelle enquête. Alors, c'est pas soutenable à long terme, cet élément-là. C'est pas la meilleure stratégie à poursuivre. Donc, on bouge vers un système qui est basé sur des enquêtes ou des instruments, une approche qui est basée sur des plateformes, qui va nous permettre une plus grande intégration et flexibilité à cet égard-là. Est-ce qu'il y avait une question ou non? Non, une question. Excellent. C'est bon. Alors,
Donc, c'est un premier élément de direction, c'est oui, il va continuer à avoir des enquêtes, et oui, il va continuer à avoir des instruments, mais de plus en plus, on va réfléchir à l'intérieur de plateformes qu'il faut que ce soit beaucoup plus flexible, puis qui intègrent les différents concepts et les différents thèmes. Donc, ça va nous amener à avoir moins d'instruments. Et là, ce qu'on vise présentement, il y a 4 plateformes sur lesquelles le ministère va mettre l'emphase et va fournir le financement. Il y a 2 plateformes ménage, qui est une plateforme qu'on appelle une qui est cross-sectional ou qui est transversale, merci, qui va être une plateforme qui va nous aider à mesurer les outcomes des Canadiens, qu'ils soient enfants, adultes ou âgés. Donc, cette plateforme-là va être là pour nous permettre d'avoir des estimations à des temps précis dans le temps sur les outcomes des Canadiens. La plateforme qui vous intéresse, la deuxième plateforme qui est probablement plus d'intérêt pour vous, c'est aussi, on va aussi financer une nouvelle enquête longitudinale pour les adultes et les familles. Et ça va nous permettre de regarder les transitions auxquelles les Canadiens font face, pour aussi comprendre ces transitions-là. Et on veut s'assurer qu'on a appris beaucoup avec la neige et d'autres enquêtes, et on a commis parfois des petites erreurs dans la gestion de ces instruments-là. Et une des raisons pour lesquelles on vise à avoir 2 instruments de ménage, c'est de ne pas essayer de faire tout avec un instrument longitudinal. Et ça a été un des problèmes souvent identifiés, à tout le moins dans certains cycles de la neige. Et donc, on veut s'assurer cette fois-ci qu'on sécurise l'enquête longitudinale pour ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire nous aider à mieux comprendre la causalité des éléments, plutôt qu'à essayer de répondre à des besoins de politique ou de mesures à un point donné dans le temps. Donc, il y a 2 plateformes ménage. Je ne suis pas encore parfaitement dans le nouveau monde. Il va y avoir aussi une plateforme entreprise. Celle-là, on n'a pas encore fait beaucoup de développement. On va probablement mettre l'emphase, a priori, sur des enjeux de marché du travail pour essayer d'avoir une meilleure compréhension étant donné le mandat du ministère, des pressions sur le marché du travail entre la demande et l'offre. Et donc, ça va nous permettre de mieux faire un suivi des postes vacants, notamment, et au niveau des compétences, de façon à avoir une meilleure appréciation où sont les points de pression dans ce cadre-là. Il va y avoir aussi une plateforme sur l'apprentissage qui va mettre l'emphase au début sur le post-secondaire. Et cette plateforme-là va avoir 2 objectifs, de collecter de l'information auprès des institutions et aussi de l'information sur les outcomes des gradués. Et essayer de lier les deux de façon à essayer de mieux comprendre pourquoi certaines trajectoires au niveau des outcomes des gradués peuvent être expliquées ou non par des éléments institutionnels ou des éléments environnementaux. Donc, la grande direction, c'est qu'on migre vers un nouveau monde, et ce nouveau monde-là, va y avoir 4 plateformes, dont 2 ménages, une entreprise et une apprentissage. Oui? Oui. Excuse-moi, il faudrait prendre le micro pour que nos collègues, je pense. Ah, oui, une seule petite question à ce stade-ci, si c'est permis, oui. Parce que moi, ça m'aiderait à mieux comprendre. Pour moi, de toute façon, c'est déjà manifesté dans la présentation, plateforme n'égale pas enquête. Oui. Et donc là, à moins que ce soit la prochaine diapositive, et là je me rassois, est-ce que ce serait possible d'expliquer si plateforme, si ça n'est pas enquête, si ça veut dire intégration de données administratives et d'enquête, usage de données administratives, etc. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu, ça a l'air extrêmement appétissant, mais c'est légèrement abstrait. La courte réponse, il va y avoir un peu plus d'ingrédients dans les prochaines étapes, c'est oui. On vise à avoir un système intégré qui va inclure des éléments des données de taxation, des données de programme et des données d'enquête pour chacune des plateformes. Mais les plateformes, c'est plus que ça. C'est une façon aussi d'organiser le système, une façon de rendre le système accessible, c'est une façon de rendre aussi, de diffuser cette information-là. Alors, c'est ça le but. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, donc je n'irai pas plus loin. Un élément qui est important, et c'est toujours un enjeu, et je ne veux pas rendre cet enjeu-là trivial en disant ça. L'enjeu de l'accessibilité, c'est un enjeu critique. Il va falloir, si on investit, et on parle d'investissement quand même significatif au niveau de ces plateformes-là, il va falloir s'assurer qu'on bouge au niveau de l'accessibilité.
Les RDC, ça a été des centres de recherche, de données de recherche. Ça a été une grande innovation. De notre point de vue, on doit aller encore plus loin au niveau de l'accès et on doit continuer à favoriser un accès de plus en plus virtuel aussi par rapport à ces données-là et probablement avoir une stratégie au niveau de l'accès qui pourrait, à la limite, être différenciée selon différents groupes. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Ce n'est pas encore pleinement développé, mais ça va être très important étant donné la direction qu'on veut prendre vers une plus grande intégration de ces banques de données-là. Donc, ça fait un peu le tour pour la revue. Bon, étant des bons bureaucrates, on essaie toujours de visualiser les choses parce que souvent on a à présenter ça à nos maîtres et il n'y a rien de mieux qu'une belle image. Je ne suis pas certain que cette image-là fait la job, mais on va essayer de l'utiliser. Alors, l'idée, c'est d'avoir, et la vision qui est un peu en arrière de ça, ça a été mentionné, c'est d'avoir de plus en plus un système de données intégré. On peut regarder un des exemples, ce serait peut-être un des modèles américains, qui est le Functional Employer Also Dynamic, ou quelque chose du genre. Mais de plus en plus, appelons-le ce qu'on veut, c'est qu'il y a différentes initiatives dans différents pays qui visent à avoir maintenant une approche beaucoup plus intégrée au niveau des données. Puis, c'est la même vision qu'on a au niveau du portefeuille des données sociales. Alors, la première plateforme, j'en ai mentionné, c'est une plateforme transversale sur les ménages. Certains éléments sont déjà en collection, mais c'est une plateforme qui est en développement, comme l'enquête sur les jeunes Canadiens. Oui. Est presque terminée au niveau de la première collecte, mais essentiellement, ça va vous donner une idée de l'information. On peut être l'information de 0 à 9 ans sur les enfants, en se basant beaucoup sur les indicateurs de neige, mais aussi sur d'autres indicateurs, étant donné que la science a évolué. Donc, l'idée là-dedans, c'est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de mesurer les outcomes des Canadiens, d'avoir un contenu qui risque de se répéter dans le temps, mais d'avoir aussi la flexibilité d'ajouter des modules, de soustraire des modules pour aller chercher des informations qui sont peut-être pas nécessaires d'être collectées en temps continu, mais qui sont importantes pour mieux comprendre un phénomène ou pour mieux mesurer un phénomène. Donc, c'est l'approche qu'on va toujours essayer de prendre au niveau des plateformes, c'est de se laisser la flexibilité entre un contenu qui va être générique et un contenu qui va être adaptatif à nos besoins. Donc, ici, ce qu'on essaie de faire, donc ici, on met adulte canadien, mais c'est adulte enfant. L'idée étant d'essayer de mesurer les outcomes au niveau des enfants, au niveau des jeunes, au niveau des adultes et au niveau des personnes âgées. Oui? Ça veut dire quoi? Enquête nationale des ménages. Ah bon, merci. C'est pour ça que les vraies personnes qui connaissent les vraies choses vont vous répondre. Mais au lieu des acronymes, c'est ça. Donc, mais on avance là-dedans. On a commencé avec les enfants et là, on regarde un peu plus au niveau des adultes, qu'est-ce qu'on veut faire, au niveau des personnes âgées, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est une plateforme qui va se développer au cours des prochaines années. Comme les enfants d'ailleurs, là, c'est 0-9 ans. La prochaine collecte, on vise à étendre l'âge probablement jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à 18 ans pour la prochaine vague, mais probablement au-delà de 9 ans. Et essayer d'intégrer aussi des sous-populations à l'intérieur de cette plateforme-là, comme les enfants avec handicap, etc. Mais l'important ici, c'est de voir qu'on essaie d'avoir toujours cette préoccupation d'avoir un contenu qui va se répéter et un contenu qui va être rotatif. Même chose pour la plateforme longitudinale. Je vais venir plus en détail parce qu'on a quelques acétates là-dessus. Donc, l'idée de l'enquête longitudinale, et là, je vais être clair, on a complété essentiellement les deux enquêtes longitudinales, neige et l'enquête sur les transitions des jeunes. L'objectif n'est pas de refinancer deux enquêtes longitudinales sur les enfants et les jeunes. L'objectif est de continuer à collecter l'information sur les enfants et les jeunes via cette plateforme-ci et de regarder la possibilité dans l'avenir d'avoir de l'information longitudinale sur les enfants, sur les jeunes via la plateforme longitudinale. A priori, la nouvelle plateforme longitudinale va mettre l'emphase sur la population adulte. Étant donné les changements démographiques,
étant donné qu'on n'avait pas nécessairement une enquête longitudinale qui nous permet d'avoir une perspective holistique et intégrée sur les adultes, la décision a été prise que les ressources devraient être allouées sur cette enquête. Je vais y revenir plus tard parce qu'elle donne beaucoup plus de flexibilité et il n'y a rien qui va nous empêcher dans le temps, oui, les ressources vont être un facteur, mais d'avoir différents panels, par exemple, ou différents suivis avec des données de taxation ou des données de programme. Et c'est là que va venir beaucoup d'innovation dans les prochaines années. Encore là, c'est le même enjeu, donc il y a du contenu clé. Je vais y revenir plus dans le détail pour cela. Pour les entreprises, comme je vous ai mentionné, on commence. On met l'emphase sur des enjeux qui touchent les pressions sur le marché du travail, mais de plus en plus, on va voir regarder d'autres éléments d'intérêt pour des enquêtes, pour des données sur des entreprises. Il y a des enjeux sur la façon de bouger là, des enjeux de confidentialité qui sont importants, mais je pense qu'on peut probablement faire pas mal plus de progrès qu'on a actuellement au niveau de certaines données sur les entreprises. La quatrième, je l'ai déjà mentionné, c'est on met l'emphase sur l'éducation postsecondaire a priori, en collectant de l'information sur les institutions et sur les enseignants. Donc, ça fait le tour. Là, ce qui est important, c'est que ça, c'est le système qui va venir complémenter l'ensemble des autres enquêtes de Statistique Canada. Et ce système-là va être aussi alimenté, donc les autres enquêtes de Statistique Canada ici, mais par les données administratives, que ce soit des données de taxation et de programme. Donc, on va mettre beaucoup d'emphase à mieux utiliser toutes les données administratives et toutes les données de taxation. C'est intéressant qu'en m'en venant aujourd'hui, un de mes gestionnaires m'a envoyé un courriel pour dire qu'on avait finalement une entente avec l'Agence canadienne de revenus pour avoir accès aux fichiers de taxation dans ce contexte. Alors, maintenant, il y a toutes sortes de modalités, évidemment, qui restent encore à peaufiner, mais on s'en va dans cette direction. Est-ce qu'on va être là complètement rapidement? Non, ça va prendre un certain temps, mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, il y a un désir de différentes institutions de mettre beaucoup plus d'emphase sur une meilleure utilisation et liaison de ces différentes sources de données. Alors, ça fait le tour un peu de ce que je voulais dire ici. L'approche de gestion. La version courte. Au niveau de la gestion, ce qui est très important, et je pense que, notamment au niveau de la relation qu'on a eue avec le milieu de la recherche et Statistique Canada, c'est que je pense qu'on avait une très forte collaboration dans le développement ou dans le travail ex-ante au développement des instruments. Alors, je pense qu'il faut garder cet élément-là qui était vraiment important, critique, pour valider, s'assurer que ces instruments-là soient solides et reflètent l'état de la science. Mais il faut maintenant probablement étendre ce partenariat-là à des éléments qui touchent l'accès, la diffusion, et aussi comment on peut mieux intégrer la recherche avec ces nouvelles plateformes de données. Et c'est là qu'on veut mettre l'emphase, c'est là qu'on veut étendre le partenariat avec vous et certaines institutions subventionnaires dans ce cadre-là. Et c'est là que moi, personnellement, je vais pousser aussi dans la prochaine année pour s'assurer qu'on gère non seulement juste bien le développement ex-ante, mais que quand les données soient prêtes, que essentiellement la communauté y ait accès, qu'il y ait des projets de recherche qui découlent de ça et qu'on puisse informer assez rapidement les Canadiens par rapport à cette recherche-là ou de l'information qui va être générée par ces nouvelles plateformes de données. La mise en œuvre, je n'irai pas dans le détail, c'est très bureaucrate, mais c'est en même temps important. Vous avez un commitment entre deux organisations qui travaillent ensemble. À un niveau, on a toujours été des très grands partenaires. Et là, je pense qu'on a formalisé ce partenariat-là. Et ce qui est important, c'est que ce n'est plus juste des experts qui gèrent à l'intérieur des deux institutions ces choses-là. L'équipe de management est aussi impliquée dans la gestion de ça. Ce qui était, je pense, un problème ou une erreur qui a été fait dans le passé, c'était que nos maîtres et à certains égards, ceux qui devaient prendre des décisions sur des ressources et ou des priorités, connaissaient très peu, essentiellement, les enquêtes qui étaient subventionnées, puis pourquoi ces enquêtes-là étaient subventionnées. Maintenant, ils font partie de la gouvernance. Il y a des rencontres trimestrielles au niveau des sous-ministres adjoints maintenant entre les deux organisations pour discuter du portefeuille de données, des enjeux au niveau du portefeuille de données, que ce soit
au niveau du contenu jusqu'à la gestion et l'accès. Et en bout de ligne, ça a été très demandant pour les deux organisations parce que, sans vouloir être paternaliste, je pense qu'il y avait beaucoup de travail d'éducation à faire. Mais je pense qu'on va voir le rendement de ça à long terme. C'est que là, maintenant, il y a plus un commitment, un engagement des deux organisations pour soutenir ou pour assurer la pérennité de ces initiatives-là dans le temps. Je n'irai pas plus loin avec ça. Juste vous donner une idée où est-ce qu'on en est. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on parle du nouveau monde, mais on ne veut pas tuer l'ancien monde. On est en transition présentement. Et dans ce cadre-là, on s'est donné une fenêtre de 3 à 5 ans pour mener la transition de l'ancien au nouveau monde. 3 à 5 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles collectes. Il y en a déjà présentement. Il va y en avoir beaucoup l'année prochaine. Donc, on est en mode transition accélérée, je dirais. Mais on veut s'assurer qu'il y a une certaine pérennité du système, qu'il y a une certaine continuité dans le système. Est-ce qu'il va y avoir des discontinuités? Oui. Parce qu'on passe d'un ancien monde à un nouveau monde. Mais le nouveau monde va être plus cohérent. On va essayer de minimiser les discontinuités où il y en a au niveau du contenu, au niveau des mesures. Mais on va s'assurer que qu'est-ce qui va être mis en place, c'est mieux que qu'est-ce qu'il y avait avant. Au niveau des jalons, cette année, on a terminé la collecte des enquêtes longitudinales. Donc, on n'a pas rien arrêté. On a juste terminé tel que prévu Elle neige et l'enquête auprès des jeunes en transition. Et on va voir, on va explorer si on peut continuer à donner vie à ces enquêtes-là en liant ça avec peut-être des sources de données telles que les taxations, etc. Mais l'enjeu, c'est que présentement, on complète ça et on ne prévoit pas faire d'autres enquêtes longitudinales sur les jeunes et sur les enfants. On a développé essentiellement des plateformes administratives à l'interne. Qui vous affecte peut-être moins, mais il y a 2 grands projets sur lesquels on travaille, notamment avec les communautés. On a développé une approche au niveau du système de données pour les personnes handicapées. On fait la même chose au niveau des Autochtones et on va être appelé à faire aussi la même chose au niveau des immigrants. Donc, il y a une préoccupation aussi assez grande d'un point de vue politique sur certaines populations. Et dans ce cas-là, il va y avoir des stratégies spécifiques pour ces sous-populations-là qui sont présentement en développement. On a testé en mode testing, pilote. On ne peut pas aller plus loin que ça. Les différentes plateformes, les différents concepts. Et on a commencé à mobiliser là, les différents utilisateurs, les différents milieux. C'est la 2e présentation qu'on fait au niveau du milieu académique. Hier, j'étais à Western. On s'en va à UBC et dans l'Ouest dans 2 semaines. On va aller à Toronto. On va aller aussi dans les Maritimes. Et on veut avoir cette discussion-là avec les milieux académiques et le milieu de la recherche, non seulement pour vous informer, mais pour reprendre ce dialogue-là sur le développement du système. Comme je vous dis, ce n'est pas juste un plan long terme. Il y a déjà des collectes. L'enquête auprès des jeunes est en marche et va bientôt se terminer. Il va y avoir aussi la plateforme longitudinale. On va y aller avec une première vague dès la fin 2011, en novembre 2011. Et au niveau de la plateforme sur les entreprises, on est présentement en projet pilote avec potentiellement des premières collectes dès l'année prochaine. Donc, ça bouge au niveau de la collecte. On va arriver à une certaine maturité. On va commencer à avoir des nouvelles données avec ce nouveau système-là à partir de 2012-2013. Et après ça, le système va atteindre sa vitesse de croisière et va générer à chaque année des nouvelles informations. Ce que je n'ai pas mis d'emphase ici, c'est le volet administratif et taxation. Il y a plein de travail qui est fait pour, 1, avoir accès à ces données-là, et 2, les rendre disponibles. Et vous allez voir, dès 2012, il va y avoir des données de taxation et de données de programme du ministère HRSDC qui vont être rendues disponibles. Et on va étendre tranquillement ces données-là. On va les rendre de plus en plus disponibles. Est-ce que les RDC sont un des mécanismes de diffusion ou d'accès? Oui, ça doit faire partie de la stratégie. Il va falloir examiner les différentes modalités par rapport à ça. Mais on vise à rendre disponible un peu plus d'informations au niveau des données administratives et de taxation. Alors, c'est un peu le plan de match. Allons à l'instrument peut-être qui va vous intéresser le plus. Allons-y tout de suite. Voilà. Beaucoup de mots.
Mais en gros, c'est... donc, j'ai expliqué un peu la rationnelle. Au niveau longitudinal, on va mettre l'emphase surtout sur la population adulte, étant donné les changements démographiques qu'on observe, étant donné qu'on avait mis beaucoup d'emphase sur les enfants et les jeunes dans les 2 enquêtes longitudinales précédentes. Donc, on va instaurer cette nouvelle plateforme-là. Il y a un commitment, c'est signé, c'est approuvé. Donc, il y a un engagement institutionnel à financer ça à long terme. On collabore justement avec Statistique Canada et d'autres partenaires justement pour examiner le développement de cette plateforme-là. Pour certains d'entre vous ont été impliqués dans le projet CHIPS, CHPS, l'acronyme français. L'enquête panneau auprès des ménages. Il y a eu beaucoup de bon travail qui a été fait. Il y a différents groupes de travail qui avaient été créés il y a 2 ans pour examiner et faire du développement là-dessus. La nouvelle enquête longitudinale va être en grande partie basée sur ces travaux-là. Donc, on ne réinvente pas la roue. On va prendre état de l'ensemble du bon travail qui avait été fait par les différents sous-groupes et on va intégrer une très grande majorité des recommandations qui ont été faites dans la nouvelle plateforme longitudinale. On va aussi travailler étroitement avec d'autres joueurs qui font du développement au niveau longitudinal, notamment avec l'enquête longitudinale canadienne sur le vieillissement. On va s'assurer qu'il y a une certaine, je ne dirais pas intégration, mais une certaine coordination entre ces différentes stratégies-là. On a déjà commencé à prendre contact avec les gens qui gèrent l'enquête. On va s'assurer que dans le futur, on formalise un peu plus cette gestion-là. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle enquête-là? Les principales caractéristiques. Bon, c'est une enquête qui va viser les ménages, mettre l'emphase sur des individus de 15 ans et plus. Tous les membres du ménage vont être interviewés. La durée du panel à ce stade-ci est indéfinie. Il va y avoir des suivis annuels du ménage. Il y a différentes options qui peuvent être explorées si c'est tout le ménage ou une partie du ménage qui va être suivie sur une base annuelle, mais l'idée étant qu'on va avoir des suivis annuels. Tous les ménages vont être suivis, donc c'est vraiment les 15 ans et plus. Puis il y a une possibilité probablement dans certaines vagues d'aller reconstruire des histoires, aller chercher de l'information sur une partie de la famille ou sur les enfants, par exemple. Je vais y en revenir. L'infrastructure, on la veut flexible, donc il y a 60% du contenu qui va être générique, qui va être continu. Il y a à peu près 40% du contenu qui va permettre une certaine flexibilité. Donc, d'aller chercher du nouveau contenu ou de mettre l'emphase sur un enjeu précis sur lequel on veut avoir plus d'informations. C'est un instrument multithématique dans le sens, comme j'ai mentionné, on va être intéressé à comprendre les déterminants qui affectent les outcomes des Canadiens. Et donc, on veut couvrir ce qui vraiment explique les outcomes et les trajectoires de vie des Canadiens. Donc, on va mettre autant d'emphase sur des éléments de santé, des éléments de travail, de famille, d'environnement. On va essayer de le faire d'une façon efficace. Et les travaux de CHIPS dans ce cadre-là sont très intéressants. Puis, on va reposer, en gros, cette enquête-là sur un cadre conceptuel qui est le cadre du parcours de vie. OK. Autre innovation. J'ai l'air d'un vendeur comme ça, mais c'est vrai, c'est une grande innovation. On va profiter aussi de la première vague de collecte de nouvelles enquêtes longitudinales pour la coordonner avec une enquête internationale sur les compétences des adultes. Le gros avantage de ça, c'est que ça va nous permettre de suivre les gens pour lesquels on a de l'information sur leurs compétences et de voir comment ces compétences-là évoluent dans le temps, puis qu'est-ce qui fait qu'ils évoluent. Donc, on frappe une pierre deux coups. C'est un plan méthodologique, c'est une grande innovation. Je remercie mes collègues à StatCan à cet égard. Il y a eu beaucoup de discussions intéressantes pour voir qu'est-ce qui pouvait être possible et comment ça pouvait être possible. Il y a beaucoup de défis méthodologiques associés à ça. Il y a des éléments de risque, mais il y a des stratégies aussi mises en place pour minimiser ces risques-là. Mais on va y aller donc avec une approche intégrée au niveau de la collecte de 2 instruments ensemble. Donc, première vague longitudinale et l'enquête sur, en français, le programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes
le Canada participe à l'intérieur d'un consortium de pays à l'OCDE. Il y a 27 pays, je crois. Et c'est l'enquête qui remplace l'ancienne ALS, Adult Literacy and Skill Survey. Donc, et la beauté de ça, c'est que ça va nous permettre d'avoir de l'information détaillée sur un certain nombre de compétences des adultes au Canada, et en même temps de partir une nouvelle vague et de suivre ces adultes. Bon. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations sur l'enquête PICA? Donc, c'est déterminé. En gros, on veut avoir des mesures des différences entre les individus et les pays au niveau des compétences. Il y a diverses compétences qui vont être mesurées. Sylvie, tu peux peut-être me rafraîchir la mémoire. Il y en a. La résolution de problèmes, numératie, documentation, pause et ensemble. Il y a l'aspect des nouvelles technologies aussi. La résolution des problèmes dans le cadre technologique, dans le cadre d'utilisation d'ordinateurs. Résolution de problèmes dans un cadre technologique. Et donc, il va y avoir de l'information qui va être très utile là. Et s'il y a un besoin, il va y avoir, je peux partager avec vous un peu plus d'informations à cet égard-là. On va évaluer l'effet des compétences sur, justement, des outcomes ou des trajectoires. On va être en mesure de déterminer l'influence de la formation ou de ces compétences-là ou du modèle d'éducation par rapport aux compétences. Le reste, on va un petit peu dans le détail, mais c'est des tests assez demandants pour le répondant, qui posent un défi à coordonner deux enquêtes ou deux instruments comme ça, mais on pense qu'on a la bonne stratégie. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Peut-être un petit peu de détail au niveau de l'échantillon total de ces deux choses-là. On a présentement à peu près 65 ménages qui vont être suivis à l'intérieur de ces deux enquêtes-là. Il y a 30 000 ménages qui vont... j'ai dit 65 ou 65 000? On parle de micro-longitudinal. 65 000 ménages, excusez, qui vont être suivis à l'intérieur de ces deux instruments-là. Il y a 30 000 qui vont faire partie de la nouvelle enquête longitudinale. Et donc, dans ce cas-là, on va subdiviser l'enquête pour des fins, pour minimiser le risque et les billets. Il y a seulement la moitié des 30 000 ménages longitudinaux qui vont aussi recevoir le test PIAC. Donc, ça va nous permettre d'avoir nous assurer qu'on contrôle bien pour des billets. C'est assez demandant. Juste l'enquête, je pense que c'est près d'1h30, 2 heures au niveau de l'enquête sur les compétences. Donc, ça impose un fardeau de réponse assez important sur les ménages. Et dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup de discussions pour s'assurer comment on peut minimiser les risques en taux de réponse pour les ménages. Et voici la stratégie qui a été développée par Statistique Canada, puis je pense que c'est une bonne approche. Donc, le nombre total de cas qu'il va y avoir, il va y avoir à peu près 19 000 ménages, 35 000 adultes pendant la première vague, et on prévoit 8 000 adultes de 16 à 65 ans qui recevront l'évaluation de PICA. Donc, du 15 000 à peu près, là, ça va me donner 8 000 adultes a priori. Bon, la première vague, oui, on est un peu plus contraint au niveau du contenu, parce qu'on doit aussi suivre le contenu qui est imposé par le Consortium international au niveau de l'enquête sur les compétences. Donc, il y a un peu moins de marge de manœuvre pour collecter du contenu, mais il y a du contenu longitudinal qui va être collecté, mais il y a un peu moins de marge de manœuvre pour la première vague. C'est surtout à partir de la deuxième vague que là, l'enquête longitudinale va prendre sa pleine vitesse ou sa pleine maturité. Juste pour vous donner une idée, essentiellement, des modules qui sont considérés présentement au niveau du marché du travail, il y a évidemment les variables usuelles, que ce soit au niveau des caractéristiques, au niveau des revenus, du salaire, au niveau de l'état de l'emploi ou du statut sur le marché du travail, certaines informations aussi par rapport au régime de retraite, etc. Donc ça va faire partie de ce qu'on appelle du corps, donc, ce qui va être collecté à chacune des vagues. À ça peut s'ajouter des modules à différentes vagues. Et ces modules-là peuvent, par exemple, nous permettre de reconstruire certaines historiques au niveau des individus. Et là, il va y avoir une opportunité pour voir qu'est-ce qui est optimal de faire et quand
dans les différents vagues. Il va y avoir aussi de l'information sur tout ce qui touche l'apprentissage et la formation, sur la famille, sur les revenus, les autres variables aussi qui sont importantes, notamment au niveau de la santé. Puis on va aussi, dans la mesure du possible, aller chercher de l'information quand ça va être possible avec les fichiers de taxation et potentiellement aussi lier ça avec des fichiers de programme. Donc, on va essayer d'innover dans ce cadre-là au niveau des différentes enquêtes. Donc, la vague 2 est en définition présentement et je pense que ça va être intéressant dans la prochaine année de travailler ensemble pour définir la vague 2, définir le contenu qui va être nécessaire pour la vague 2 et 3. Et ça, on a une belle fenêtre pour faire ça. On a à peu près quoi? L'équivalent d'1 an pour le faire. Je pousse un peu. Andrew me regarde avec des gros yeux. Donc, mettons un 6 mois à 9 mois pour le faire. Et donc, mais l'idée, c'est ça. Donc, il y a une belle opportunité là, parce que la plateforme va être en place et dès novembre 2011, tout ça est en chantier et on est en collecte. Alors, j'ai un peu scoopé cette slide-là. Alors, collecte des données, je l'ai mentionné. Donc, c'est développé, c'est en place. Et c'est la coordination de ces deux collectes-là dont je mentionne. Donc, on y va avec une première vague longitudinale, mais en même temps, la collecte de l'enquête sur les compétences à la fin de l'année. Les données vont être diffusées, donc les premières données vont être diffusées dès l'automne 2012. Puis, suite à ça, on va lier ça avec des données administratives. Il y a une très belle opportunité là, de commencer à travailler ensemble pour définir les vagues subséquentes au niveau du contenu pour qu'ils reflètent essentiellement les besoins, mais en même temps qui reflètent l'état de la science puis qu'est-ce qui est nécessaire de mesurer et quand dans une enquête longitudinale. Donc, ici, on a marqué mars à juin, mais on va se laisser un peu plus de temps que ça, mettons. On va commencer à planifier à tout le moins. Donc, mais on a essentiellement 2011 pour avoir des discussions ensemble pour définir le contenu des vagues subséquentes. Possibilité d'engagement. Comme je l'ai dit, on était un peu autarcique dans les dernières années et demie. On n'a pas eu autant d'engagement qu'on aurait espéré avoir avec vous parce qu'on était en un exercice de réflexion important pour mettre en place cette nouvelle approche-là et direction-là. Ce qu'on aimerait faire, c'est redéfinir un peu l'engagement qu'on avait avec vous. Dans le passé, c'est un engagement, comme j'ai mentionné, qui était en grande partie basé sur la validation au niveau des instruments ex-ante, au niveau du contenu, au niveau des concepts, des mesures, etc. On veut continuer clairement à faire ça. C'est essentiel. Mais on voudrait aussi étendre ce partenariat-là sur l'après. Donc, qu'on pense au système. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas juste un rôle d'aviseur sur l'instrument, mais il va y avoir aussi un rôle d'aviseur sur comment on peut mieux utiliser cette information-là, comment on peut mieux la rendre accessible, la diffuser, comment on peut mieux coordonner les capacités de recherche dans ce cadre-là. Et donc là, il y a une belle opportunité de s'engager sur un cadre un peu plus holistique. On est en train de mettre en place les comités consultatifs pour les 4 plateformes. On est aussi en train de mettre en place un comité consultatif qui va répondre directement à l'équipe de management des 2 organisations, donc le chef statisticien Statistique Canada ou l'assistant-chef statisticien Statistique Canada. Même chose au niveau de mon ministère, le sous-ministre ou le sous-ministre adjoint. L'idée étant que ces gens-là ici vont nous permettre de nous guider plus en matière de développement du système dans son ensemble. Et ici, c'est plus sur les différents volets ou les différents piliers de la stratégie. On va aussi développer une stratégie d'accès qui est basée sur ce qu'on a actuellement. Je pense qu'on a une bonne infrastructure d'accès des données, mais on veut aller beaucoup plus loin au niveau de l'accès. Et dans ce cadre-là, continuer à innover pour rendre plus de données accessibles à plus de personnes en temps plus réel. C'est un peu la vision qu'il y a à l'arrière de ça. Au niveau de la stratégie d'engagement aussi,
je pense qu'il est important, c'est de créer de formaliser nos rencontres aussi sur une base, ça peut être annuel, ça peut être biannuel. Qu'il y a des forums où est-ce qu'on peut se rencontrer pour discuter, non seulement diffuser cette nouvelle information-là, mais qu'ensemble, on a une discussion sur est-ce que c'est les bonnes données, est-ce qu'on mesure bien les phénomènes, est-ce qu'il y a des enjeux sur lesquels on devrait se pencher dans les prochaines années. Donc, pour avoir ce dialogue-là continu, pour s'assurer que s'il y a des choix à faire dans le développement du système dans les prochaines années, qu'ils soient informés, puis que vous ayez un forum et une voix pour le faire. Et de plus en plus, on a commencé à le faire, on a commencé à parler avec les organismes subventionnaires pour essayer d'établir le partenariat entre les données et la recherche. On est au début de cette discussion-là, mais clairement, il y a un intérêt des organismes subventionnaires à voir comment on peut coordonner ces différentes capacités-là pour maximiser l'utilisation du système de données, mais en même temps favoriser l'émergence de nouvelles recherches avec ces données. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si, Sylvie, tu veux rajouter des éléments? Ben, je ne sais pas si les gens ont des questions. Oui. Vous allez peut-être en parler tout à l'heure, mais par curiosité, l'accès virtuel, est-ce qu'on pense ici à des méthodes comme l'accès à distance en temps réel, les projets pilotes de téléaccès? Tu veux que tu répondes, Sylvie? Tu veux que... En fait, oui, à cette Je pense que tu as besoin du... Quand on va regarder à l'accès, ça va dépendre quelle méthode d'accès peut permettre de répondre à quel besoin donné. Mais oui, on est en train de développer, on a développé un projet pilote d'accès à distance, d'accès virtuel. On a mis un certain nombre de bases de données pour tester l'accès à distance virtuelle. Présentement, par contre, la fonctionnalité qu'on offre, c'est simplement des tableaux croisés. Ce n'est pas de la modélisation sophistiquée. C'est notre première étape. Puis là, on est en train de déterminer, ce serait quoi les étapes subséquentes si on voulait favoriser l'accès. Quelle méthode d'accès serait optimale pour répondre à quel besoin? Fait, quand on parle d'augmenter l'accès, j'ai l'impression que ça va être une approche avec plusieurs piliers, où on va certainement vouloir continuer à faire le travail de développement qu'on fait sur l'accès à distance. Mais présentement, c'est avec une fonctionnalité limitée pour nous permettre d'assurer la confidentialité. Puis à quelle vitesse on va aller ensuite? Ça va faire partie des discussions avec vous autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions jusqu'à présent? Peut-être à nos gens à distance, que ce soit à Laval ou à McGill? Une fois? Deux fois? Trois fois? On revient ici? À McGill. Oh! Non, je voulais juste dire qu'on n'avait pas de questions à McGill. OK. Merci. Alors, on vient ici. Mon Pierre Doré de l'UQAM. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour parler plus en détail d'un certain nombre de contenus de l'enquête, entre autres l'enquête PLAF. Je remarque par exemple que quand vous parlez de l'apprentissage et que je regardais les thèmes, c'est essentiellement l'apprentissage dans le système éducatif. Or, des questions comme la formation informelle, je ne parle même pas de la formation non formelle plutôt qu'informelle, je parle même pas de la formation informelle, là. Mais au niveau de la formation non formelle, chez l'employeur, dans des groupes communautaires, etc., ça n'a pas l'air présent. Et on sait très bien qu'entre autres, quand on regarde du point de vue global de l'éducation des adultes, qu'il y a des interférences relativement fortes entre, moi, ce que j'appelle les segments d'éducation des adultes. Et là, je me demande si, dans le fond, on n'est pas en train de privilégier certains segments plutôt que d'autres. En même temps, c'est comment on fait pour mettre ensemble le tout. Bon, avec le lien avec PICA, probablement que de façon ponctuelle, ça sera possible de le faire.
Mais la première impression, c'est si je veux étudier la formation en entreprise, je vais être obligé d'aller dans l'entreprise, puis je vais avoir un autre univers complètement différent de celui du ménage. Puis là, je vais avoir deux portraits et qui seront pas commensurables. Et là, je me disais, est-ce que dans le fond, parce que l'idée générale est très très bonne hein, là-dessus, tu peux fonctionner par plateforme en longitudinal. Moi, je suis tout à fait partant à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre des problèmes de transférabilité en même temps là, mais c'est à partir de votre exposé. Hein. Ben, c'est précisément le genre de conversation qu'on veut avoir dans les prochains mois. Donc, s'assurer que ce qui est là, ce n'est pas le contenu exhaustif, c'est juste illustratif de ce qui va être. Au niveau de la formation, c'est toujours l'enjeu critique entre la formation formelle et le volet informel, non formel, comment le capter, comment le mesurer. Mais c'est le genre de discussion qu'on vise à avoir pour valider ce qui doit être mesuré et comment on doit le mesurer. Donc, je ne réponds pas nécessairement à ta question, mais c'est précisément la discussion qu'il faut avoir. Donc, il ne faut pas penser que tout ce contenu-là est présentement déterminé. C'est illustratif par rapport à ce qui a été développé jusqu'à présent. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se réengager pour s'assurer que le contenu qui va être collecté, surtout à partir de la vague 2, parce que la vague 1, on est plus contraint, là, il y a une opportunité de le définir un peu mieux ensemble. Oui, un commentaire et une question. Oui. Le commentaire, c'est je suis très content de la présentation, ça nous a appris énormément de choses et on voit l'avenir se dessiner. Je suis très content de voir que PLAF existe. Je suis pas sûr que l'acronyme français soit bien choisi. Non, c'est quand je l'ai vu en français, moi aussi, je n'étais pas sûr. Faudrait faire un effort, là, je crois. Ouais. Mais que le travail de préparation de l'enquête par panel auprès des ménages serve et amène à un truc comme ça, c'est une excellente nouvelle. Je n'osais même pas espérer en entendre parler parce que comme ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler, là, je sais pas, là, j'avais peur que ça meure au champ de bataille. Ça va être un peu technique, les questions que je vais poser, mais elles sont liées à ça et je pense qu'elles sont pertinentes. Une des choses qui avait, je ne vais pas retarder le bon mot, mais en tout cas, une des choses qui à Statistique Canada, je ne parle pas à Ressources humaines, mais à Statistique Canada entraînait des résistances à l'idée d'une enquête de ce genre-là à l'époque, était la crainte de l'attrition. L'idée d'avoir des panels sur une période indéfinie, c'était un problème. Bon, j'avais fait partie d'un des comités sur un des sujets, la famille du développement de l'enquête. Les questions techniques de ce genre-là n'avaient pas été discutées trop. On a l'impression que c'était de Statistique Canada qui réfléchissait. Mais j'imagine que, comme ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas entendu parler, que la décision toujours de faire une enquête par panel indéfini existe toujours. Il y a probablement eu de la réflexion sur cette question-là. La question de l'attrition à long terme. Là. Comment faire en sorte que des 15 000 ménages, ou je ne sais pas trop, qu'il y a la première année, il n'en reste pas seulement 1000 10 ans plus tard. Première question. Deuxième question, liée à ça aussi. Il y en a 30 000 la première année, les ménages. OK, d'accord. Bon, oui. 3 000 au lieu de... Oui, c'est ça. Ouais. Deuxième question liée à ça. En tant qu'usager des données de Statistique Canada, j'ai dû apprendre, parce que c'est une chose importante, là, à réfléchir beaucoup aux liens entre l'échantillon et la population, et les problèmes causés par les plans d'échantillonnage, l'utilisation des poids de bootstrap, enfin bon, tout ce genre de machin-là. S'il est fait, on s'en sert, les logiciels évoluent, c'est devenu standard. Une des questions qui était évoqué, mais qui n'avait pas été beaucoup discuté à l'époque du développement de l'enquête par panel, c'était comment serait assuré sur le long terme le lien entre l'échantillon et la population, d'un point de vue statistique et d'inférence. Et je me demandais s'il y a du travail qui avait été fait là-dessus, s'il y avait des décisions qui avaient été prises, ou si la science avait évolué. Parce que ça a été une grande transformation dans notre pratique de recherche en sciences sociales, d'avoir à tenir compte de ce genre de choses-là d'une manière aussi formelle. On n'aurait pas appris ça si on n'avait pas travaillé avec les gens de StatCan. Là, il y a un changement de paradigme, j'ai l'impression, et j'aimerais savoir un peu là, sur ces aspects-là, à quoi on doit s'attendre, parce que c'était un assez gros apprentissage, là, et si on en a un autre qui s'en vient, il faudrait peut-être se préparer. C'est bon. Sylvie, je ne sais pas si c'est Andrew ou... Pour le...
pense qu'une des choses qui est importante de réaliser, puis une des choses qui facilite, on est encore inquiet avec l'érosion. Si je regarde les panels de l'ETTR, si je regarde le panel 1, puis je regarde le panel 6, le taux de réponse initial, il n'est pas pareil à mon panel 6 qui était à mon panel 1. L'érosion, ce n'est pas toujours permanent, c'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent à récupérer la vague subséquente, mais c'est clair que l'érosion, c'est une préoccupation. Le grand changement dans le paradigme, c'est qu'on essaie de dissocier les besoins transversaux des besoins longitudinaux. C'est pour ça qu'on parle de deux plateformes différentes. Une plateforme longitudinale, tu t'intéresses un peu plus aux relations, tu peux compenser par rapport à des choses, mais on va viser à représenter la population de base, puis voir c'est quoi les biais potentiels, ou étudier la réponse par rapport à une population à un point donné. Ce qui devient problématique de notre côté, c'est quand tu essaies de mettre de l'inférence puis d'avoir une représentativité transversale après 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Puis là, c'est là que ça devient difficile. En dissociant les deux plateformes, ça nous permet de concentrer la plateforme longitudinale sur le besoin longitudinal, expliquer la causalité. On a fait un certain nombre d'études. Souvent, ce qui se passe avec l'érosion, c'est que tu sembles augmenter la variabilité de tes paramètres dans une régression, par exemple. Tes bêtas vont avoir une variance un peu plus grande. Ça va peut-être prendre une évidence plus forte avant de pouvoir faire une inférence sur une causalité ou une relation possible. Mais les préoccupations sont un peu différentes. On peut vivre un petit peu plus avec un taux de réponse un peu différent dans un contexte longitudinal, alors que dans un contexte transversal, bien là, tu t'inquiètes de la représentativité. Tu t'inquiètes de t'assurer que tu aurais présenté des segments de la population qui avaient toute probabilité de sélection avant. Fait qu'en dissociant les deux éléments, je pense que ça nous permet d'avancer la discussion, d'avancer la réflexion stratégique. On dit que c'est un panel indéfini. Hier, moi, je n'étais pas avec ma sœur parce que je présentais de quoi de semblable à notre gestion pour présenter pour notre Conseil national de la statistique en mai. Puis, on va avoir un enjeu à un moment donné à savoir quand est-ce qu'au niveau de l'érosion, on pense que la qualité ou les biais potentiels justifient qu'on devrait soit réintroduire une nouvelle cohorte ou on devrait faire quelque chose avec le panel existant. Ça, avant de voir les taux de réponse, on ne prendra pas de décision. Mais le fait d'avoir dissocié les deux plateformes, transversales et longitudinales, je pense que ça nous permet de faire des progrès. OK, oui, je veux ajouter seulement une chose sur la question que vous avez abordée. C'est mon point est les questions et les enjeux que vous avez abordés. Il n'y a pas une réponse ou il n'y a pas une solution pour ces enjeux parce que ça vient de l'érosion et je pense que les réponses de ça vont venir après plus de recherches sur le sujet avec une bonne base de données comme cette base. Alors, une partie de notre vision est de soutenir la recherche sur la méthodologie en utilisant cette base de données aussi dans l'avenir. On a vu que votre programme s'articulait également, donc d'une part avec les données administratives et d'autre part avec les autres enquêtes de Statistique Canada. Et là, on a vu que dans les enquêtes qui se sont terminées, il y en avait qui touchaient par contre à des populations, par exemple à des populations bien particulières. On pense à l'ELIC, donc l'enquête auprès des immigrants, qui est terminée depuis déjà quelques années. L'ELNEIGE, donc au niveau des jeunes, est également terminée. Donc, est-ce que du côté de Statistique Canada, vous pouvez nous annoncer quelque chose par rapport à de nouvelles enquêtes auprès de ces populations-là? L'enquête au niveau des immigrants, c'était une enquête qui était à fonds recouvrable, qui était financée par Citoyenneté et Immigration Canada. Puis, de ma connaissance, il n'y a pas de projet de remettre une enquête sur pied à ce domaine-là. Ce qu'on est en train de regarder, par contre, quand on parle des données administratives,
c'est de regarder pour les immigrants, on a des fichiers d'immigration, de citoyenneté Immigration Canada. Fait qu'on essaie de voir est-ce qu'on peut les apparier avec des sources de données existantes pour essayer de voir le profil de cette population-là, puis la comparer avec la population générale, les gens qui ne seraient pas dans ce fichier-là, puis essayer de voir si on est capable de répondre à des parties de questions de recherche. Fait que ça ne sera pas aussi adéquat que d'avoir une enquête qui est spécialisée sur l'intégration des immigrants au Canada pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de trajectoire. Mais ça va peut-être commencer à nous donner des pistes d'information. C'est ce genre de choses-là qu'on est en train de regarder, voir si on peut miner des données administratives, puis les combiner avec des données d'enquête qu'on a pour essayer de commencer à avoir des réponses partielles. L'autre chose qu'on est en train de faire, c'est quand on regarde au niveau des personnes avec limite d'activité, on est en train, quand on parle de la standardisation de la collecte de données, Statistique Canada, on a commencé à développer 18 modules de contenu harmonisé. Puis ce qu'on essaie de voir, c'est quand une enquête a besoin d'aller chercher ce contenu-là, est-ce qu'on peut essayer de façon planifiée d'aller chercher cette information-là de façon cohérente avec toute notre infrastructure de collecte? Entre autres, on est en train de regarder, est-ce qu'on serait capable d'avoir un petit module d'identification pour les personnes qui auraient des limites d'activité, qu'on pourrait peut-être greffer à notre enquête sur la santé, peut-être greffer à notre enquête sur la population active à une certaine périodicité comme supplément. On pourrait peut-être greffer à une enquête pour commencer à pouvoir comparer certains outcomes en utilisant un contenu harmonisé pour comparer des sous-groupes. Fait que ça, c'est une des choses. Fait que quand on dit qu'on travaille de façon synchronisée, on essaie de voir, OK, ça, c'est le besoin de données. Ça, c'est notre infrastructure. À quel endroit, peut-être que stratégiquement, on pourrait faire quelque chose qui nous permettrait d'avancer la recherche dans un contexte où on n'est pas dans un contexte financier où on peut déclarer des grands nouveaux investissements en termes de financement. On est tous dans des contextes de revue de programme. Donc, on essaie d'être stratégique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être à McGill ou à Laval? McGill, on aurait une question. Vous avez dit que la plateforme longitudinale, la collecte débuterait en novembre 2011 et la diffusion potentiellement en automne 2012, mais pour ce qui est de la transversale, dont la collecte est déjà entamée, est-ce qu'on a une idée de la date de diffusion des données? Pour la transversale, présentement, le premier instrument qui a été développé, c'est une enquête auprès des jeunes. Et la collecte vient de terminer, donc ce qui veut dire qu'en 2000, Sylvie, as-tu des... Je n'ai pas la date en tête, ça devrait être... Fin 2011, début 2012. Oui, c'est ça, ça devrait être, j'imagine, probablement aux alentours de décembre 2011, quelque chose comme ça. Et par la suite, on va avoir d'autres modules dans l'enquête transversale qui va viser d'autres groupes, d'autres segments de population. Et probablement d'autres collectes à partir de 2012. Pour ce qui est des données au niveau de l'enquête auprès des entreprises ou la plateforme auprès des entreprises, on est en projet pilote présentement. Sur la base de ce projet pilote-là, il va y avoir une décision qui va être prise pour aller de l'avant avec une première série de collectes à partir de 2012. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On fait l'hypothèse que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, appréciations, enjeux? Un beau défi. Hein? Ouais. Et on a vraiment besoin de vous pour le mener à succès. OK. À Québec, je peux... Le micro, Guy. Oui. Guy, le micro, devant le micro, est là. Le micro est là. À Québec, est-ce que vous m'entendez? La parole. Oui? Oui. Je vais retourner pour voir l'écran, puis me tourner vers le micro pour parler. Je vais essayer de faire ça. J'espère que vous me comprendrez. Vous me faites signe si ce n'est pas le cas. Parle vers le micro. Donc, Guy Fréchette, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Juste de visualiser un petit peu ce qu'on va perdre et ce qu'on va gagner
D'un côté, on est consulté actuellement pour dire, ben voici, avec le DTR notamment, je ne prends que cet exemple-là, on va faire passer le temps de sondage de 40 minutes à 20 minutes. Il va y avoir un certain nombre de questions qui vont être perdues. Bon, ben, tant qu'on n'a pas, je dirais, le détail des questions, c'est difficile de juger. Mais par ailleurs, on se fait dire, ben, il y aura aussi deux nouvelles enquêtes, ou en tout cas une plateforme longitudinale, c'est très bien. Plateforme, les deux que tu as mentionné, Christian, donc le résultat et puis les transitions des cycles de vie, faites à partir de l'EPA, de l'enquête nationale des ménages. J'essaie de voir, compte tenu de ce qu'on appréhende pour le DTR et de ce qu'on apprend pour ce qui s'en vient, si on va pouvoir disposer de la même quantité de données, de la même qualité de données. En tout cas, j'avais comme point de repère ce qu'on avait avec le DTR, avec l'enquête sur le travail et le revenu. Donc, c'est difficile pour l'instant de se faire une tête, de voir concrètement ce que ça apporte, ce qu'on va perdre. C'est ça qui est mon interrogation. C'est bon? Est-ce que tu veux? Pour le DTR, ce que je peux vous dire, le gros changement de contenu qu'on est en train de regarder pour le DTR, enfin, on regarde deux choses. On regarde, puisque les panels devraient être 4 ans au lieu de 6 ans. Mais le gros changement de contenu, c'est qu'on allait chercher tous les emplois, tous les épisodes de non-emploi, de chômage hors de la population active, assez détaillés. Puis ça, point de vue collecte, ça coûtait assez cher. Puis quand on regarde l'utilisation de ces emplois détaillés-là, on n'est pas tout à fait sûr que le coût-bénéfice en valait la peine. Donc, on va aller chercher de l'information sur le DTR, encore sur le marché du travail, mais probablement pas un vecteur à chaque semaine, un vecteur hebdomadaire sur les caractéristiques d'emploi comme on avait sur le DTR. On aurait des grandes transitions, on aurait des nombres d'emplois dans l'année, on aurait des caractéristiques sur l'emploi principal, mais peut-être pas tout le détail du vecteur hebdomadaire sur le DTR. C'est ce qui est proposé pour le moment. Andrew, est-ce qu'on a le contenu? On est en train de développer le contenu. On peut s'engager à vous montrer un peu ce qu'on propose comme contenu revisé pour le DTA, pour vous montrer comment ça changerait avec ce qu'on est en train de regarder sur le DTA. Ce contenu-là, on n'allait pas le chercher sur le DTR, fait que sur la nouvelle plateforme, on n'irait pas le chercher non plus, le vecteur hebdomadaire. Si je veux être honnête, sur le DTR, après 6 ans, il n'y a pas personne qui a 6 emplois. Les petits épisodes de non-emploi, on les termine. Fait qu'on prenait beaucoup de fardeau de réponses pour aller chercher quelque chose. Nous, quand on regarde la recherche, ça ne semble pas avoir été exclusif. Fait que ce que je peux m'engager, c'est que ce que vous allez perdre, c'est le détail du vecteur hebdomadaire sur le DTR. Je peux m'engager quand on va avoir le contenu à vous montrer. On est en train de le développer, il n'y a rien qui est finalisé. On est en train de regarder des choses sur le DTR. Je peux m'engager à vous l'envoyer. D'autres questions, commentaires? C'était un peu ad hoc sur la question précédente. Une bonne partie de l'information de l'EDTR, justement pour alléger le coût de l'entrevue, était faite à partir de l'utilisation des données de l'impôt. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais même pas si c'est une bonne solution là, ce que je propose, mais est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose d'équivalent avec les informations d'assurance chômage, par exemple, pour certains épisodes d'emploi? On est en train... On est en train de regarder l'utilisation des données administratives avec développement en ressources humaines, puis voir est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait utiliser. Présentement, ce qu'on a comme information ne pourrait pas nous permettre de suppléer ou de substituer exactement ce qu'on avait sur le DTR. Bon, on commence à avoir des discussions pour voir est-ce que certaines données administratives qu'on pourrait apparier, puis est-ce que ça pourrait répondre à certains besoins de données et remplacer certains besoins de données. C'est clairement une direction qu'on explore, oui. Aussi, pour la plateforme longitudinale, nous avons le plan d'utiliser un module similaire pour mesurer le travail pendant l'année financière, en utilisant presque le même module que SLID dans la plateforme longitudinale. Le nouveau SLID, oui, exactement.
Merci Sylvie, c'est une distinction très importante. Aussi dans la plateforme longitudinale, nous avons le but d'appareiller les autres données administratives comme le T4 par exemple, et aussi notre donnée administrative sur Pension Plan in Canada. Ça, c'est une base d'information sur le type et autre information, la qualité d'un pension plan aussi. Système de pension. OK. Et oui, ça va comprendre partie de la plateforme longitudinale aussi. Une petite question pour Christian qui est en lien avec le commentaire précédent, mais qui sort un peu du cadre ici. C'est que dans le réseau canadien, on est en discussion avec Ressources humaines depuis déjà plusieurs années pour pouvoir accéder dans les centres de données de recherche aux données administratives, justement, du système de pension du Canada, ouais. Puis d'autres données de ce type. Est-ce que tu peux me dire si ça progresse toujours, ces discussions-là? Ça va aller en accélérant. Il y a eu une réflexion qui a été faite à l'interne chez nous, à savoir jusqu'où on voulait aller dans ça. Il y a une décision qui a été prise qu'on allait dans cette direction-là. Et présentement, on va y aller par étapes au niveau des banques de données, en commençant par la banque de données du régime de pension du Canada, pour ce qui est les données générales, mais aussi les données pour le volet avec les personnes avec handicap. Et on va explorer les données d'assurance emploi et on va explorer aussi les données au niveau du programme d'assurance, du programme d'aide aux étudiants pour voir si jusqu'où on peut aller pour rendre à tout le moins une partie de ces données-là disponibles. C'est un petit choc culturel, je dirais, à l'interne, mais la direction a été déterminée. Et donc là, vous devriez voir des progrès notables, pas juste des discussions, et probablement dans la prochaine année, ça va être les données au niveau du système de pension que vous allez commencer à voir. Et après ça, on va aller vers les autres programmes au fur et à mesure. Les questions, je ne suis pas très claire. Comment vous assurez les data que vous collectez pour pouvoir répondre le besoin de politique émergente? Oui. Comment vous pourrez assurer les données que vous collectez pour pouvoir répondre aux besoins? Peux-tu commencer? Les dames en premier. Hein? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on essaie de faire avec la plateforme qui est un peu différent, c'est toujours se garder une certaine possibilité d'un module qui n'est pas fixé dans le temps, qui va être redéveloppé à chaque cycle ou à une certaine périodicité pour savoir quel est l'enjeu, pour être capable d'aller mesurer un enjeu particulier. Si je regarde le DTR présentement, puis le DTR a un besoin de réponse à des besoins transversaux puis des besoins longitudinaux, pour le DTR, d'ajouter beaucoup de contenu ou de changer ton contenu, il y a toujours deux préoccupations. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur ton taux de réponse la fois suivante? Est-ce que ça a un impact sur la capacité de livrer tes données à un point donné dans le temps? Jusqu'à un certain point, on a été probablement un petit peu plus réticent à mettre beaucoup de flexibilité dans l'instrument. Il y a des choses que tu veux pas nuire à la qualité. Quand tu réponds à ton besoin transversal et longitudinal, il y a des choses que tu fais pas. En dissociant les deux objectifs avec la nouvelle plateforme, en laissant toujours une certaine partie de contenu, tu peux avoir cette discussion-là, puis cette réflexion-là, puis dire, l'enjeu, la question pour le moment, ça devrait être un certain domaine particulier, puis tu peux penser à un contenu que tu pourrais adapter pour répondre à une question en cours. Fait que tu mets de la flexibilité par le développement, par le design même de ton instrument.
ajouter autre chose? Je trouve la réponse excellente. Oh. On en revient un peu trop narcissique. Hein? Nous avons commencé ce projet avec une analyse de besoins avec les experts de RHDCC. Et nous avons travaillé sur ça pour probablement 6-8 mois. Et nous avons développé une grande liste de besoins politiques pour faire les liens entre les besoins et les questions politiques, comme vous avez dit. Deuxièmement, nous avons commencé comme Christiane a dit, nous avons commencé de convoquer un comité de gestion, un comité d'aviseurs, vraiment. Et cette comité va comprendre 10-12 professeurs d'université. Et nous pouvons parler avec ces équipes-là, cette groupe-là, pour identifier les meilleures questions et les meilleures techniques pour répondre aux questions les plus importantes, pour identifier les questions les plus importantes, pour prioriser les enjeux. Et aussi d'identifier les méthodes, les meilleures méthodes pour les mesurer. Peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions sur le plan de la stratégie, peut-être juste parler des prochaines étapes ou reconfirmer les prochaines étapes. Donc, on est en mode, comme on l'a mentionné, en matière d'engagement avec vous, on est en mode de création des différents comités. Donc, vous allez recevoir des courriels, des emails, des coups de téléphone de certains d'entre nous pour remettre en place une infrastructure et un lien plus formel au niveau de l'engagement. On va faire ça ce printemps et cet été. Donc, ça, c'est le premier volet au niveau de l'engagement avec vous. Le deuxième volet, c'est pour l'enquête longitudinale. Il va y avoir certainement le comité aviseur qui va être clé pour valider des éléments de contenu. Mais il y a aussi une opportunité de probablement organiser cet automne une conversation plus large avec la communauté sur les vagues subséquentes, puis essayer d'avoir un feedback un peu plus élargi de la communauté. Ça peut prendre différentes formes. On explore présentement, je suis en discussion avec Janet Fass pour voir si on peut utiliser la prochaine conférence des réseaux pour créer une demi-journée, une journée sur le volet longitudinal, pour avoir une conversation là, qui pourrait être une validation, un échange d'informations. On explore différents mécanismes, donc il va y avoir une invitation que vous allez recevoir de Sylvie et moi, probablement d'ici la fin du printemps, pour cet élément-là ici, pour s'assurer qu'on ait non seulement un feedback du comité aviseur, mais qu'il y a une opportunité pour vous d'être informé sur les directions qu'on prend sur le contenu dans les vagues subséquentes avant de vous informer des décisions finales qui vont être prises. Donc, c'est tout de mon côté. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre invitation. Bien, c'est nous qui vous remercions d'avoir fait cette présentation-là, oui. Je pense que ça nous éclaire sur ce qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, c'est très important. Merci à Christian, merci à Sylvie et à vos collègues, Andrew et Marcel. Je voudrais terminer aussi en rappelant qu'il y a un séminaire également demain après-midi. C'est à 13h30 et ce sera présenté par Catherine Derry-Armstrong, qui est du département de sciences économiques à l'Université d'Ottawa. Sa recherche est menée justement à partir d'une banque de données administratives longitudinales de Statistique Canada. Et le titre de sa présentation, c'est The Long-Term Effects, ce sera présenté en anglais, et les gens de McGill vont se joindre à nous. The Long-Term Effects of Maternal Employment on Daughters' Later Labor Force Participation and Earnings. Donc, rendez-vous demain pour les gens intéressés. Merci beaucoup. Merci bien, au revoir.